Ludger Talbot est propriétaire d'une ferme laitière à Saint-Paul-de-Montmagny. Il a fait l'acquisition de machines à broyer le sol pour rendre une partie de ses terres en friche cultivable. Nous sommes allés voir les particularités de ces broyeurs. Ben moi, à base, dans le fond, on a commencé à vouloir faire du broyage sur l'entreprise parce qu'on est dans une région où il y a quand même beaucoup de forêts puis pas beaucoup de champs. Puis il faut faire des grandes distances pour aller chercher le foin puis pour répandre le fumier. Quand, direct au côté de la ferme, on a des places à forêt qui seraient potentiellement... qu'on pourrait faire des champs avec. Fait que c'est là qu'on a décidé d'acheter l'équipement pour pouvoir faire de la terre neuve, en fait, pour pouvoir broyer les souches, les racines, pour pouvoir faire des champs, histoire de, à long terme, de sauver sur le carburant pour transporter le fumier puis transporter le foin. Là, on est capable de rendre nos terres qui sont proches de la ferme cultivables, en fin de compte. Pour faire le broyage, au fond, on a deux machines qu'on utilise. Il y en a une première qui passe juste en surface pour broyer les branches puis les souches qui dépassent. Puis un coup que tout est rendu en copeaux de bois, ben là, on passe avec une machine qui va à 6, 8 ou même jusqu'à 10 pouces de profondeur pour tout broyer les racines puis les roches qu'il y a sous la surface du sol pour qu'on tombe avec de la terre cultivable. Là. Dans le fond, la machine, elle fonctionne, c'est assez basique comme fonctionnement. C'est des marteaux qui sont interchangeables là, quand ils usent. C'est seulement un rotor qui tourne qui se trouve à broyer les branches. C'est commandé par des straps que le commandement est donné par un gearbox. Puis ça tourne à 1000 tours minute. Puis ça broie les branches, là, ça broie les branches, les souches, puis tout ce qui est en surface du sol. Puis le broyeur de profondeur, c'est le même principe, mais les marteaux sont plus longs. Fait qu'il est capable d'aller plus creux dans le sol. Puis de cette façon, on est capable d'aller chercher des racines et tout dans le sol. Puis ici, le harnais, ça, c'est pour quand il reste des arbres debout, des fois des petits là, qui n'ont pas été bûchés ou peu importe. Bien, avec ça, on est capable de les coucher pour pouvoir les broyer puis de rendre le sol vraiment sans branches, ni tronc, ni rien. Là. Le tracteur, le TV qui est en arrière, lui, il est monté avec une cage forestière, là, justement parce que des fois, il y a des branches qui revolent ou quand on pousse des arbres, puis s'ils sont pourris, des fois, la top de l'arbre retombe sur le tracteur. Fait qu'il est monté avec une cage pour pouvoir pour limiter les dommages là, au tracteur s'il revient des branches ou peu importe. Là, Voici deux types de broyeurs utilisés. Ils se ressemblent mécaniquement avec des différences qui les caractérisent. Le broyeur de surface est principalement employé pour déchiqueter les branches et les souches. Les dents sont plus courtes. Le broyeur en profondeur a des dents plus longues pour aller plus profondément broyer les roches et les racines. Je sais qu'avant d'avoir les broyeurs, là, souvent c'était... même encore aujourd'hui, il y en a qui ramassent ça à pelle mécanique, qui arrachent les souches et tout, sauf que de cette façon-là, il n'y a pas moyen d'aller chercher les racines en profondeur, donc les racines restent dans le sol pour peut-être 20, 25, 30 ans, peut-être même plus. C'est quand même long à pourrir quand c'est vraiment en racine. Mais ça doit faire au moins pas loin d'une vingtaine d'années qu'il existe des broyeurs, peut-être même plus, pour justement broyer et tout défaire plutôt que transporter les souches. Parce que même transporter les souches, il reste qu'il faut les domper en quelque part, il faut faire un amas en quelque part pour les laisser pourrir. L'apparition de la machinerie a fait en sorte qu'on a pu expandre le volume des terres, qu'on a pu aller sur des territoires un petit peu plus hostiles parce qu'on détenait en fait une force mécanique qu'on ne pouvait pas nécessairement avoir lorsqu'on travaillait la terre de façon manuelle. Puis il faut penser aussi que c'était très exigeant au niveau physique, là, travailler une terre. On ne pouvait pas avoir plusieurs acres de culture parce que on passait pratiquement l'année sur la terre agricole. La diversification
sophistication de la machinerie a fait que maintenant, on peut broyer des terres, on peut aller dans des territoires plus forestiers ou même des terres en friche. Alors, c'est des terres qui ont été abandonnées au niveau de la culture et qu'on peut remettre en culture de façon plus adéquate, plus facilement. Et cette mécanisation, ce défrichage-là permet aussi d'aérer le sol et d'ajouter, de décomposer la matière organique et d'enrichir avec certains nutriments le sol. Le broyeur de surface, lui, on peut en faire... la seule limite, c'est la neige, en fin de compte. Là. Fait que tant qu'il n'y a pas de neige au sol, puis qu'on voit les branches, on est capable d'en faire. Pour le broyeur de profondeur, lui, il faut que le terrain soit quand même assez sec. Là. Rendu au mois de septembre, là, ben, souvent, ça devient trop humide, on n'est plus capable. Puis on commence au mois de juin, là, la fenêtre est plus courte parce que vu qu'on va chercher beaucoup de matériel, beaucoup de sol, si c'est humide, ça fait de la vase, puis ça gomme, ça vient tout coller dans le broyeur, puis ça performe pas très bien. Là. Avant de commencer à faire du broyage, on prend des analyses de sol pour voir un peu le potentiel de culture du sol. Puis par la suite, bien, là, une fois qu'il a été mis en culture, on reprend des analyses pour voir, là, pour pouvoir faire des corrections, s'il faut mettre de la chaux pour corriger le pH ou mettre de l'engrais pour du fumier pour le fertiliser. Ensuite, on le fait suivre comme les autres champs, en fin de compte. Pour faire l'analyse de sol, on fait seulement prendre des carottes là, avec une carotteuse. On prend des carottes, puis on mélange le sol, puis on l'envoie chez un laboratoire pour qu'il l'analyse pour nous donner la teneur en phosphore, en potassium, en calcium, le pH et tous les minéraux qu'il y a dans le sol. Là. Qu'est-ce qui est important de vérifier dans la qualité d'un sol? On va y aller tout d'abord avec le pH. C'est pas n'importe quel végétaux qui va pousser là, dans n'importe quel sol. Le pH est très important. Donc, si on a un sol qui est plus acide versus un sol qui est plus basique, ça sera pas le même traitement qu'on va y apporter. Alors, il y a des laboratoires qui se spécialisent dans l'analyse des sols. On va premièrement évaluer le pH et ensuite, on va regarder la disponibilité des nutriments et des minéraux. Alors, les minéraux qui sont importants à retrouver dans un sol, on va parler du phosphore, on va parler du potassium et on va parler aussi du calcium. Et à la suite de ce diagnostic-là, on va traiter le sol selon les carences. Alors, on peut ajouter de l'engrais si on manque de matière organique. On peut aussi avoir de l'engrais vert. C'est de plus en plus populaire. Qu'est-ce que c'est l'engrais vert? C'est qu'on va planter un végétal dans le champ pendant un certain temps pour que... puis on ne le recueillera pas nécessairement. C'est simplement pour aller ajouter de la matière organique, ajouter de l'azote au sol pour permettre éventuellement une autre culture, une culture plus désirée au niveau de l'agriculture. Si on a, par exemple, un sol qui est trop acide, bien, on va pouvoir aller ajouter un élément alcalin. Donc, on parle de la chaux. On va ajouter de la chaux, de la cendre de bois. On peut ajouter des copeaux de bois aussi, tout dépendant qu'est-ce qu'on a disponible et quelle est la superficie à traiter. Et si on a un sol qui est trop alcalin et on veut le rendre acide, bien, on peut aller ajouter des épines de conifères. Alors, les conifères sont réputés pour venir ajouter beaucoup d'acidité dans le sol. Avant de pouvoir faire de la terre neuve, là, de pouvoir défricher une terre, il faut faire une demande à la MRC. Puis, dépendamment des MRC, les réglementations diffèrent. Là, comme entre Montmagny et Bellechasse, la réglementation est très grande. Après ça, Montmagny vers le Bas-Saint-Laurent, Lillette, Kamouraska, là, je pense que les réglementations se ressemblent. Mais il faut faire une demande à la MRC, puis il y a des distances à respecter, des routes, des cours d'eau. On ne peut pas défricher n'importe où, n'importe quand, mais on y a quand même un potentiel. Mais c'est ça, il faut rester à... Pour dire des chiffrons, là, c'est 20 mètres des rivières, 20 mètres des routes. Puis s'il y a des zones humides, on ne peut pas les défricher non plus. Là, s'il y a vraiment des... faut qu'il y ait une analyse faite par un agronome, puis qu'on fasse une demande à la MRC. Puis une fois que la MRC nous a donné le OK, bien là, on a 2 ans pour remettre la portion en culture, puis leur prouver qu'elle est vraiment en culture. Sinon, il faut la remettre en boisé. Si on abandonne le projet, on ne peut pas juste l'abandonner. Il faut soit qu'il soit mis en culture ou qu'il soit replanté. Bien, nous, c'est dans la région, c'est
principalement du foin, puis on fait aussi de la céréale. Tranquillement, je pense qu'il se produit du maïs, du soya de plus en plus dans les régions avoisinantes. Là. Vraiment ici, à Saint-Paul, j'en ai jamais vu encore, en tout cas. Puis, mais je pense que justement, dans l'avenir, avec les changements climatiques, on va probablement venir qu'à avoir un climat qui va être plus propice à faire des cultures là, comme le maïs, le soya et autres. Mais là, près de ce temps-ci, ces années-ci, c'est vraiment plus du foin et de la céréale. Là. On est dans une région qui avait quand même beaucoup de champs, de terres disponibles, là, je dirais, il y a 10 ans. Là, déjà, aujourd'hui, pas mal toutes les terres qui étaient non cultivées ont été remises en culture. Puis, on est dans une région qui a probablement 95 des terrains sont en boisés. On en fait beaucoup, là, je dirais, à 60-70 sur nos terres. Mais on en fait aussi là, à sous-traitance, des fois, pour d'autres producteurs qui veulent défricher des parties ou peu importe. Là. Fait que je pense qu'on est quand même capable de développer l'agriculture encore dans notre région. Surtout qu'on est une région qui, avec les changements climatiques qu'on voit un peu, là, les sécheresses et tout, nous, on est quand même une région dans les montagnes qui est toujours plus humide. Là, même des dernières années, quand on voyait des places que le gazon était jaune, il était brûlé parce qu'il manquait d'eau, on restait quand même dans notre région, c'est jamais venu si pire. Là. Oui, les rendements diminuaient, mais jamais a pu avoir de rendement du tout. Fait que je pense qu'on est quand même une région où l'agriculture a un potentiel là, dans les prochaines années. Je dis pas dans les 2-3, mais peut-être dans les 30-40 prochaines années où l'agriculture va plus se développer. Il faut garder en tête que le défrichage des terres en friche est important pour l'agriculture parce qu'on agrandit en fait la superficie de terres cultivables, mais il ne faut pas oublier que dans ces écosystèmes-là, il y a des animaux, il y a de la flore qui s'est installée et que si on le fait de façon massive, bien, on va détruire une certaine partie de cet écosystème-là qui participe à la tenue du sol, qui participe les racines permettent au sol de s'aérer, de s'hydrater et tout ça. Donc, il faut garder en tête que si on augmente le défrichage des terres en friche, bien, on s'expose à des risques au niveau de l'environnement. Alors, c'est pour ça qu'il existe des normes au niveau des MRC, donc c'est pas n'importe qui peut défricher les terres. Il y a des permis à aller chercher et selon différentes MRC, il va y avoir des droits et des zones à respecter au niveau du défrichage. C'est très important là, de s'informer avant de commencer, là, puis trouver les bons règlements, puis s'adapter. Bien, le fait d'avoir plus de terres cultivables au Québec, bien, ça nous permet d'avoir de la nourriture qui vient de moins loin, en fait, qui fait qu'il y a un impact écologique un petit peu moins grand là, sur l'environnement par rapport au transport et tout. C'est sûr que de défricher une terre, ça a un impact, mais je pense qu'on l'étale sur 10, 15, 20 ans, bien, l'avantage va être là du fait qu'on va sauver sur le transport, puis on va être plus sûr que les Québécois vont être capables d'avoir de la nourriture que si on se fie juste sur les autres pays ou les autres provinces pour nous nourrir. Bien, ça nous met toujours un petit peu à risque là, éventuellement peut-être je pense pas qu'on va manquer de nourriture demain matin, là, mais il reste qu'on le veut un peu avec la pandémie. Là, les chaînes d'approvisionnement sont quand même assez fragiles. Fait que plus on est proche, plus on a des circuits courts, bien, plus ça donne une garantie qu'on va être capable de nourrir les Québécois. Là. Les outils de broyage sont efficaces et facilitent le travail. Ainsi, les cultures sont réintroduites dans notre environnement d'une façon responsable.